Je vais appeler maintenant Clément Mongabur et Julien Mingot. Alors Clément Mongabur, il est diplômé d'un Master 2, Risques, Sciences, Environnement et Santé, à Sciences Po Toulouse. Et Julien est le seul pictavien de la matinée, le seul à être diplômé d'un Master 1 de l'Université de Poitiers. Alors ils sont tous les deux très intéressés par leur sujet, évidemment, mais peut-être avec un petit plus pour chacun d'entre eux, puisque Clément est en stage à l'association Régions de France. Et à ce titre, il suit de près l'élaboration du plan stratégique national. Quant à Julien, il a de longue date un intérêt, ou en tout cas un souci personnel de lutter contre le gaspillage alimentaire, et plus généralement, il s'intéresse à toutes les questions alimentaires sur lesquelles il travaille en Master 2, donc dans le cadre de son mémoire. Je vais donc leur laisser la parole et ils vont traiter du sujet suivant, la PAC, un canal vers des systèmes alimentaires territoriaux en Europe. Alors, les 5 objectifs assignés à la PAC, énoncés à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, se tournent soit vers les exploitations agricoles, et c'est le sens des objectifs d'accroissement de la productivité et des revenus agricoles, soit vers les productions alimentaires, à travers les objectifs de sécurité des approvisionnements et de prix raisonnables proposés aux consommateurs. Depuis 1962, la PAC est une politique de marché centrée sur la commercialisation de produits agricoles, pour la plupart destinés à l'alimentation. Les finalités économiques sont prépondérantes dans les objectifs du traité, mais également dans la structure de la PAC originelle, celle qui prévalait de 1962 à 1992. Celle-ci transposait en effet cette orientation économique puisque les prix étaient garantis aux producteurs de manière aterritoriale et que les mécanismes visaient d'importants approvisionnements quantitatifs sur les marchés. Des marchés de surcroît stabilisés par secteur au sein de plusieurs organisations communes de marché. Aucune disposition de l'article 39 ne concerne l'alimentation, seulement de manière indirecte à vrai dire à travers l'objectif de sécurité des approvisionnements. Or, l'alimentation a une portée plus large et implique l'ensemble des actions fournissant à soi-même ou à un groupe les éléments nécessaires à la croissance ou la conservation. Une politique alimentaire englobe alors une dimension qualitative. La PAC s'est consolidée sur cet aspect, mais par petites touches et sans cohérence véritable d'ensemble. Outre l'appel de Paris de 2009 réclamant une politique alimentaire commune, la proposition de la ferme à la table exposée en mai 2020 par la Commission européenne est issue de cette volonté de repenser les fondamentaux de la PAC, les ouvrir vers l'alimentation et structurer des systèmes alimentaires durables en Europe. Notre sujet nous demande d'étudier les connexions entre alimentation et attractivité des territoires au sein de la PAC. Même si celle-ci se dirige essentiellement vers la production agricole, il nous apparaît important d'appréhender les vocations et préoccupations de la PAC vers l'alimentation, mais également la réponse à certaines attentes sociétales en matière de circuits courts, de qualité des produits ou bien de traçabilité d'informations. Cette recherche d'aménité sur ces plans territorial, environnemental, économique et social est poursuivie dans le pilier 1 comme dans le pilier 2. Ce dernier étant structuré autour de la multifonctionnalité de l'agriculture et depuis son instauration en 1999 a instauré différents mécanismes en faveur du dynamisme des régions rurales. Le sujet invite par ailleurs à être attentif aux leviers de la PAC utilisés par les échelons infra-européens, nationaux mais surtout régionaux pour structurer des stratégies et des moyens en faveur de l'attractivité des territoires. Alors, en connaissance des évolutions successives des soutiens de la PAC et de ses bases normatives tout au long des réformes, cette présentation étudiera l'impact de l'intégration croissante des préoccupations alimentaires et territoriales dans les équilibres de la PAC. Dans un premier temps, nous démontrerons que les logiques d'octroi des soutiens aux revenus agricoles intègrent de manière très indirecte des préoccupations alimentaires ou territoriales. Ensuite, nous reviendrons sur les leviers pour l'attractivité des systèmes alimentaires territoriaux conférés par la PAC. Alors tout d'abord, les aides directes viennent essentiellement au soutien de l'approvisionnement des marchés. Elles conservent une vocation agricole prééminente et quelques traces de préoccupations alimentaires et territoriales.
Ceci dit, l'affirmation d'un volet qualitatif de la PAC dès les années 1990 ouvre les marchés vers des produits plus sûrs sanitairement, mais également plus vertueux sur le plan environnemental ou dont l'origine géographique est valorisée. La PAC originelle poursuivait l'objectif essentiel de sécurité des approvisionnements des marchés en produits agricoles, alors que les pénuries alimentaires étaient encore fréquentes dans les années 1950. Aujourd'hui, les pénuries alimentaires sont bel et bien écartées. L'architecture des soutiens a également beaucoup évolué, mais l'objectif de sécurité des approvisionnements reste toujours l'objectif fondamental de la PAC. En effet, les soutiens directs aux revenus visent à accompagner l'exploitation agricole de l'activité de production vers les marchés, mais ils n'établissent pas de lien véritable entre l'alimentation et les territoires. Ainsi, les 4 paiements de la fusée à étage mise en place pour la réforme 2014-2020, à savoir le paiement de base, le paiement redistributif, le paiement versé aux jeunes agriculteurs et le paiement vert, visent essentiellement le maintien, la viabilité et la transmission d'exploitation agricole, celles-ci étant donc considérées comme des unités de production fondamentales en denrées alimentaires. L'aide est donc versée aux exploitations agricoles indifféremment de leur production ou du territoire d'implantation. Et même, la recherche de production que ces paiements encouragent éloigne la relation entre activité agricole, alimentation et territoire. Le calcul surfacique de certains de ces soutiens, comme pour le paiement de base, peut même entraîner l'agrandissement des exploitations existantes ou la constitution de filières longues, avec un grand nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. En bref, ces soutiens coupent les territoires de leur fonction alimentaire et les réduisent à une seule fonction de support pour la production agricole. Et pour la réforme 2021-2027, ce cadre logique qui établit la compétitivité des exploitations agricoles et des filières comme un moyen de réponse à l'objectif fondamental de sécurité alimentaire sera conforté. Dans leurs plans stratégiques nationaux, les États membres devront en effet respecter ce cadre pour construire leurs interventions, leurs indicateurs et leurs enveloppes. Alors, la réforme de 2003 avait préconisé un découplage en principe total des aides directes du premier pilier. Cependant, pour la période 2014-2020, le régime d'octroi des aides de la PAC a prévu tout de même une mise en place facultative de soutien couplé. Une vingtaine de secteurs sont ciblés pour cette mesure, par exemple le riz, les cultures protéagineuses, l'huile d'olive, le lait et les produits laitiers. À première vue, maintenir quelques-uns de ces secteurs sur certains territoires peut relever soit d'une importance économique et sociale au vu de la place de certaines productions agricoles dans l'économie et l'environnement de certaines régions, pensons peut-être à la production d'olives pour certaines régions méditerranéennes, ou soit, et c'est un autre aspect, d'une importance en termes d'autonomie alimentaire ou de souveraineté alimentaire de l'Europe. En effet, certains secteurs sont fortement concurrentiels sur les marchés internationaux, c'est le cas de la viande bovine, des céréales et des cultures protéagineuses, et maintenir une part importante de ces productions sur le territoire de l'Union européenne limite les interdépendances et les risques de pénurie. Cependant, même si l'on pourrait y voir des passerelles vers des stratégies en faveur de l'alimentation ou des stratégies d'attractivité, ce ne sont pas des enjeux premiers qui rentrent en compte dans la mise en œuvre de ce dispositif. Le but premier de cette aide est le maintien de secteurs agricoles en difficulté ou assez centraux pour l'économie d'un État membre ou d'une région. De plus, les modalités d'octroi ne visent que le maintien de production sur des zonages où elles sont déjà implantées et non pas leur éventuel développement sur de nouveaux espaces. Alors, pour le cas particulier de la France, il est vrai que certains soutiens couplés destinés aux productions végétales, comme le blé dur, le riz ou le houblon, ne sont alloués que dans certaines régions. La raison principale étant la préservation de ces cultures dans des départements ou des régions où elles sont fortement concentrées ou porteuses d'une tradition. Toutefois, cet exemple français d'orientation des productions avec les soutiens couplés ne doit pas nous induire en erreur. Même si l'usage de ces soutiens couplés peut composer avec une logique d'aménagement du territoire, la visée première de ces soutiens couplés, et c'est le même objectif que les soutiens directs, est de maintenir des activités de production agricole, et en cela, les préoccupations territoriales ou alimentaires restent très effacées. Alors, cet accent sur la sécurité alimentaire tente à confondre des produits issus de régions différentes et peut-être issus de processus de fabrication différents. Dans les années 1990,
De la réforme McSherry à la réforme de l'Agenda 2000, l'architecture de la PAC et le marché s'ouvrent à la différenciation des productions, tant par leur origine géographique que par leur qualité. Cette PAC qualitative se renforce également par l'intégration de principes et de règlements relatifs à la santé publique et la protection des consommateurs. Donc, au cours des années 1990, la PAC s'ouvre à d'autres dimensions, d'autres préoccupations que l'unique objectif d'approvisionnement quantitatif des marchés. Elle s'ouvre à l'environnement, elle s'ouvre à l'équilibre des territoires, mais elle s'ouvre surtout vers des préoccupations de santé publique, alors même que cette décennie 1990 est véritablement secouée par la crise de l'ESB. Alors, les questions de santé, de sécurité sanitaire des aliments, autrefois encadrées par les règles des différentes organisations communes de marché sectorielles, prennent un tour nouveau à mesure que la Commission déploie un nouveau champ d'expertise sur la santé publique, autour de la santé publique, et que des réglementations sont prises sur le sujet. À ce titre, le paquet hygiène et cet ensemble de règlements encadrant les règles et mesures de protection sanitaire des aliments, leur commercialisation, mais également leur circulation sur le marché européen. Il est composé de 5 règlements, dont le plus important reste le règlement numéro 178/2002 du 28 janvier 2002, qui donne des règles directement applicables et qui s'imposent à tous les acteurs des filières agroalimentaires qui viendraient placer des produits sur le marché. Alors pour la période actuelle, ce sont par les règles de conditionnalité que ces règlements s'imposent à la PAC. En effet, une demi-douzaine d'exigences réglementaires en matière de gestion, les ERMG, font référence au règlement que je viens de vous citer et imposent des règles relatives donc à la sécurité de la chaîne alimentaire. Ces règles sont donc obligatoirement respectées par tous les producteurs concernés par la conditionnalité, c'est-à-dire les producteurs qui bénéficient des soutiens directs du premier pilier, mais aussi ceux qui ont contractualisé des mesures agro-environnementales et climatiques, ou bien qui ont souscrit des aides de conversion et de maintien en agriculture biologique. L'approche qualitative de la PAC s'appréhende donc par un renforcement réglementaire autour de la sécurité sanitaire des aliments, et le véhicule pour les intégrer dans la structure de la PAC sont donc les règles de la conditionnalité. Et dans un mouvement parallèle, des soutiens pour des produits issus de démarches de qualité ou porteurs d'une origine particulière sont mis en place. Cela confirme cette préoccupation nouvelle de la PAC vers une agriculture qualitative sur différents plans, l'environnement, l'emploi et la préservation des savoir-faire ou bien l'économie des zones rurales. Au début des années 1990, se sont construits des cadres harmonisés autour de ces labellisations et certifications en agriculture biologique et autour des signes de qualité et de l'origine. Auparavant, des référentiels différents existaient entre chaque État membre. Désormais, les producteurs et groupements de producteurs disposent de leviers de valorisation uniques sur le marché européen. Alors pour donner quelques exemples, il s'agit du logo « Production issue de l'agriculture biologique », autrement connu sous le nom d'Eurofeuille, ou bien les mentions « Appellation d'origine protégée »,« Indication géographique protégée » et « Spécialité traditionnelle garantie ». Et ici, je fais référence au système harmonisé de signes de qualité et d'indications géographiques en Europe. Donc, 2 dispositifs du pilier 2 accompagnent les producteurs et groupements de producteurs volontaires dans ces démarches en agriculture biologique et autour de ces démarches de qualité. Il y a tout d'abord les dispositifs de conversion et de maintien en agriculture biologique, mais également le dispositif de soutien à la participation aux démarches AOP, IGP et STG, mais qui peut également s'ouvrir dans une moindre mesure à des démarches en agriculture biologique. Ce dernier dispositif est une contrepartie aux charges inhérentes à la participation à ces démarches pour le producteur et ne représente en aucun cas pour lui des compléments de revenus. Donc ce dispositif est destiné aux producteurs, aux groupements de producteurs, mais il s'aligne profondément avec les efforts déployés par certaines régions françaises, italiennes ou espagnoles vers l'alimentation de qualité. Et à ce titre, les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ont mis en place de véritables stratégies vers l'alimentation de qualité et les signes de qualité, notamment via la constitution d'une agence de l'alimentation en Nouvelle-Aquitaine ou bien d'un institut sur la qualité des produits en Occitanie et qui est dénommé IRCALI. Les régions sont fortement intéressées parce que ces signes de qualité, notamment l'IGP et l'AOP, signalent l'origine du produit et ont donc pour double effet de valoriser le produit, mais également le territoire de production auprès des consommateurs.
En définitive, différents dispositifs mis en place dans le cadre de la PAC depuis les années 1990 présentent donc certaines connexions avec l'alimentation et l'attractivité des territoires. Toutefois, l'équilibre et l'essence même de la PAC n'en sont pas modifiés pour autant. L'objectif fondamental des soutiens aux revenus des exploitations agricoles, de même que les mesures que j'ai pu vous présenter dans cette première partie, reste l'approvisionnement quantitatif des marchés en produits alimentaires. Par ailleurs, cette approche quantitative de la production agricole, encouragée par les soutiens directs, participe à la spécialisation des territoires sur certaines productions. Cette spécialisation des territoires va à l'inverse de leur attractivité puisqu'elle peut entraîner des effets délétères sur les milieux, les paysages, mais également l'économie des régions agricoles. Or, l'attractivité d'un territoire par ses productions n'est possible que si l'ensemble de la filière, de la production à la commercialisation, bénéficie au territoire. De ce fait, la partie 2 de notre présentation s'attardera sur la question de la structuration de réseaux partenariaux alimentaires, sur la production agricole et la commercialisation des produits via des outils promus par le second pilier de la PAC. Nous allons maintenant aborder la PAC comme levier d'action régional mêlant attractivité et alimentation. Et nous poser une question: allons-nous vers la construction de nouveaux systèmes alimentaires territorialisés en Europe? Pour concrétiser des objectifs de production et de commercialisation en lien avec les territoires, la PAC n'a eu d'autre choix que de créer des outils adaptés. Ce faisant, elle délègue certaines décisions à prendre. Ces outils dépendent donc essentiellement du second pilier de la PAC, financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural, aussi appelé FEADER. Nous définirons ces dispositifs comme des actions structurantes, puisqu'ils ont pour principal objectif de structurer le territoire en réseaux partenariaux alimentaires. Nous commencerons avec la structuration de réseaux alimentaires partenariaux de production, qui sont un début de construction du maillage alimentaire territorial. Cette mise en réseau se fait tout d'abord via le transfert de connaissances et d'informations pour une diffusion des savoirs alimentaires dans les territoires. Ces échanges d'informations ont un impact vital sur l'alimentation et son lien au territoire, puisqu'ils ont une influence sur la manière de produire. Le premier levier accompagnant cette mise en réseau est la mesure transfert de connaissances et action d'information, qui se subdivise en 3 instruments. Premièrement, les actions portant sur la formation professionnelle et l'acquisition de compétences, qui sont des formations visant à encourager les changements de système de production. Deuxièmement, les activités de démonstration et actions d'information, pour sensibiliser à certaines technologies ou pratiques de production alimentaire. Troisièmement, les échanges de courte durée centrés sur la gestion de l'exploitation agricole ou forestière, ainsi que les visites d'exploitation agricole ou forestière. Ces visites peuvent notamment porter sur de nouvelles méthodes ou techniques agricoles et peuvent être opérées à l'échelle européenne. Cette mesure semble rester dans le même esprit pour la prochaine PAC. Le second levier pour la transmission d'informations est le partenariat européen pour l'innovation, pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture, aussi appelé PEI Agri, via sa mission de mise en réseau des acteurs pour le partage d'informations scientifiques. Il est soutenu par un réseau PEI qui instaure un dialogue entre les exploitants agricoles et la communauté des chercheurs et facilite l'inclusion de toutes les parties intéressées au processus d'échange de connaissances. Concrètement, le PEI Agri permet de diffuser toutes les connaissances, qu'elles soient nouvelles ou existantes, qui revêtent une importance en matière d'innovation agricole au travers de l'Union européenne. Pour la future PAC, le PEI Agri conserve ses attributions de partage d'informations innovantes. À noter que le réseau PEI sera fondu au sein des réseaux européens et nationaux de la PAC, portés par la réforme. Ainsi, ces 2 outils semblent satisfaire les ambitions de la PAC, puisqu'ils sont reconduits au sein de la réforme. Toutefois, selon la Commission européenne, il sera nécessaire d'octroyer plus de moyens à ces réseaux pour permettre un partage d'informations efficace avec les agriculteurs.
Peut-être que les réseaux européens et nationaux de la PAC, proposés par la réforme, qui ont donc pour mission d'englober l'ensemble des réseaux déjà existants au sein de la PAC, permettront de fournir aux agriculteurs un meilleur accès aux connaissances. Les savoirs et innovations diffusés influeront inévitablement sur la production de demain, et donc sur l'alimentation et l'attractivité qui en découle. Nous allons maintenant aborder la mise en réseau via la mise en place de projets de coopération concrets pour une production alimentaire innovante et locale. Après avoir évoqué le PEI Agri dans sa mission de partage d'informations scientifiques, nous allons maintenant aborder ses attributions pour la mise en place de projets concrets. Les innovations encouragées par le PEI Agri peuvent porter sur diverses thématiques. Deux d'entre elles, par exemple, entrent particulièrement en résonance avec l'alimentation et l'attractivité. L'offre de nouveaux produits et de nouvelles perspectives de marché aux producteurs primaires et la qualité et la sécurité des aliments et des modes de vie sains. Néanmoins, bien que le PEI Agri soit financé en partie par le FEADER, avec pour conséquence un objectif de développement rural, et que les projets créés le soient dans un cadre régional en général, l'objectif premier de cette mesure reste l'innovation. Le PEI Agri peut contribuer à une amélioration de la production alimentaire par de nouveaux projets. Il peut aussi renforcer l'attractivité d'un territoire par la mise en place de ces projets. Cependant, il n'a pas l'intention de se raccorder à une stratégie locale déterminée. C'est là sa principale différence avec le dispositif que nous évoquerons à présent, le programme LEADER, dont l'acronyme signifie Liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Le programme LEADER s'appuie sur la création d'une structure, le groupe d'action locale. Cette structure est composée de représentants locaux, publics et privés, les autorités publiques ne devant pas représenter plus de 49% des droits de vote. S'agissant de leurs objectifs, les groupes d'action locale élaborent et appliquent les stratégies de développement local menées par les acteurs locaux. À titre d'exemple, nous nous sommes intéressés au groupe d'action locale Civrévien en Poitou, en Nouvelle-Aquitaine. Parmi les projets de ce groupe d'action locale, en 2017, un dossier était en cours de réflexion avec un lycée agricole pour développer un atelier de transformation et d'approvisionnement de produits laitiers. Avant cela, un projet alimentaire avait déjà été mené en coopération avec la Hongrie sur la valorisation des productions agricoles. De telles mesures démontrent bien que les territoires peuvent se saisir de l'outil qu'est le programme LEADER pour avoir une politique de mise en réseau mêlant attractivité des territoires et alimentation. Cependant, une telle mise en application de ce programme reste isolée au sein d'un territoire déterminé, car rien qu'en Nouvelle-Aquitaine, il existe 52 groupes d'action locale qui ont chacun leur propre stratégie. Le programme LEADER reste un simple outil, un levier pour aider au développement rural. Ce sont les territoires qui décident ce qu'ils en font. Ils peuvent donc totalement éclipser la production alimentaire de leurs objectifs. Ce programme est une bonne initiative, mais il ne paraît pas avoir vocation à créer une politique alimentaire d'ensemble. S'agissant du futur du programme LEADER, il semble être reconduit dans les mêmes conditions que celles de la PAC actuelle. Ainsi, la PAC a créé des réseaux d'échange d'informations de production conséquents qui semblent avoir vocation à s'étendre sur l'ensemble du territoire européen. Seulement, une politique d'échange d'informations sur les différentes pratiques et l'innovation alimentaire ne remplace pas la mise en place d'une politique alimentaire de production réunissant physiquement les acteurs autour de projets pour l'attractivité du territoire. Le PEI Agri et le programme LEADER sont certes des instruments qui vont dans ce sens, mais ils ont chacun leurs défauts. Le PEI Agri n'a pas de réelle vocation territoriale, et le programme LEADER n'a pas forcément de vocation alimentaire, en plus d'être appliqué différemment sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, il faut garder en tête que l'activité de production agricole n'est pas le seul moyen de valoriser le territoire et l'alimentation. La commercialisation des produits alimentaires est une partie essentielle de l'activité des agriculteurs, qui a un impact direct sur l'attractivité économique du territoire. La PAC, consciente de la relation intrinsèque entre valorisation territoriale de l'alimentation et commercialisation, a donc créé des outils pour structurer des réseaux partenariaux de commercialisation.
Nous aborderons donc maintenant la structuration de réseaux alimentaires partenariaux de commercialisation pour une attractivité économique et alimentaire du territoire. Nous débuterons avec la mise en place de réseaux partenariaux de commercialisation par la structuration de circuits courts. La PAC a développé un nombre assez dense de mesures pour la mise en place des circuits courts. Signalons la présence de la mesure transfert de connaissances et actions d'information et du programme LEADER. Nous ne nous étendrons pas outre mesure sur ces dispositifs déjà évoqués, mais nous souhaitions signaler leur existence dans le volet commercial de la mise en réseau des territoires. Deux autres mesures portées par le FEADER apportent leur soutien au circuit court. La première est la mesure de coopération, dont l'une des applications est d'encourager la coopération entre les acteurs pour la mise en place de circuits d'approvisionnement court et de marchés locaux. Par exemple, via la création de plateformes de distribution ou d'outils de mise en relation des fournisseurs et acheteurs. Pour le futur de cette mesure, on retrouve la coopération à l'article 71 du projet de réforme. L'organisation de l'article diffère, mais l'esprit reste le même. Toutefois, il est à noter que cette mesure pourrait être investie de nouvelles prérogatives en lien avec l'alimentation, comme par exemple les systèmes de qualité ou la mise en place de groupements et d'organisations de producteurs. La seconde mesure est celle des services de conseil, d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation. Bien entendu, les conseils prodigués par ce réseau de conseillers ne sont pas tous orientés sur les circuits courts, mais le texte précise bien qu'il peut s'agir de conseils pour le développement de circuits d'approvisionnement courts. Néanmoins, pour la future PAC, le texte change dans la proposition de réforme et indique désormais que les services de conseil agricole instaurés par l'État membre portent au moins sur les circuits d'approvisionnement court. De plus, la mise en place de ces services de conseil devient obligatoire pour les États membres. Néanmoins, les autres mesures sont pensées au niveau régional et chaque territoire est libre de les appliquer pour le développement des circuits courts ou non. Cela ne plaide pas en faveur d'un système alimentaire harmonisé, même s'il y a là un bon potentiel pour l'attractivité des territoires. Nous finirons avec la mise en place de réseaux partenariaux de commercialisation pour une meilleure rémunération des circuits classiques. Nous n'étudierons qu'un seul dispositif pour cette dernière partie, la mise en place de groupements et d'organisations de producteurs. Cette mesure leur apporte un soutien financier dans les premières années de leur établissement. L'objectif est d'assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché pour renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs et leur offrir ainsi un meilleur revenu. On pourrait imaginer que cette mesure est moins reliée à l'attractivité des territoires que les précédentes, puisqu'elle n'intègre pas obligatoirement une dimension de commercialisation locale. Toutefois, organiser les agriculteurs en groupement permet la mise en place d'un réseau coopératif très attirant économiquement. S'agissant du futur de la mesure, plus aucun article n'est dédié spécifiquement à la mise en place de groupements et organisations de producteurs dans le projet de réforme, mais il intègre la mesure de coopération dont nous avons parlé précédemment. Sa mise en œuvre reste cependant inchangée. En conclusion, il ressort que les dispositifs pertinents pour l'alimentation et l'attractivité des territoires sont élaborés et financés à l'échelon territorial jugé idéal. Cette échelle régionale permet une articulation plus spontanée vers des stratégies d'attractivité des territoires, que ce soit par des plans de promotion des produits agricoles de qualité ou des réflexions territoriales sur des systèmes alimentaires durables. Toutefois, des questionnements et des critiques se portent sur cette absence de réflexion commune sur l'alimentation au sein de l'Union européenne. En clair, sur l'absence d'une politique alimentaire commune. Ces interrogations renvoient, en droit de l'Union européenne, à la question de la conciliation de plusieurs objectifs pour une même politique. Par exemple, pour la PAC, cette question a été souvent amenée par la conciliation entre objectifs d'approvisionnement des marchés et de protection de l'environnement.
Les dissensions agitant la réforme pour intégrer la stratégie de la ferme à la table traduisent ces difficultés à concilier les objectifs agricoles de la PAC avec les objectifs portés par d'autres politiques. Clément et moi-même vous remercions de votre attention et remercions Madame Rochdy et Madame Aubin-Broutet pour leur accompagnement. Merci Clément, merci Julien. Alors votre communication, elle s'inscrit parfaitement dans la continuité du colloque qui avait été organisé par l'Institut droit rural de l'Université de Poitiers et qui était consacré à la relocalisation des systèmes alimentaires et dont les actes vont bientôt paraître. Alors à tous les étudiants qui sont là aujourd'hui, je vous adresse mes plus sincères félicitations et Benoît Grimont-Pré, en qualité de co-responsable du Master 2 droit de l'activité agricole et de l'espace rural, m'a chargé de vous transmettre ces félicitations pour ce qui est, je le crois sincèrement, un authentique travail doctrinal. Alors quelques ultimes remerciements. D'abord, merci aux doctorants des universités de Bordeaux, de Limoges et de Poitiers qui avaient accepté à l'origine de venir partager avec nous leurs travaux de recherche en rapport avec la PAC, l'attractivité des territoires dans plusieurs disciplines, en droit, mais pas seulement, en sociologie et en géographie. Ce temps d'échange n'a pas pu se faire. J'espère que ce n'est qu'un report. Et en tout cas, merci encore d'avoir accepté à l'époque le principe. Merci à Camille Chagnolo et à Elisabeth Rebillet pour leur contribution à la communication autour de cette journée. Merci à Maude Calofer et à David Lemoine pour la captation et la diffusion aujourd'hui de ce webinaire. Les vidéos de cette matinée seront disponibles bientôt en replay sur le site du CECOJ, mais également sur le site de nos partenaires, le réseau EDAP et l'association Europa. Les textes écrits plus approfondis que ce que vous avez entendu ce matin seront eux aussi mis à la disposition du public. Alors dans un délai un peu plus long, on va laisser nos étudiants souffler un petit peu, mais ces documents seront mis sur les mêmes sites, donc CECOJ, EDAP et Europa, à la disposition de celles et ceux qui souhaiteraient approfondir les thèmes qui ont été abordés ce matin. Merci Raphaël. J'aurais également quelques petits mots pour la fin. Donc on l'a vu, nos étudiants ont été très assidus, respectueux depuis le début dans ce long travail qu'on a mené ensemble, assidus également et jusqu'à ce matin même, puisqu'on l'a vu, ils ont été extrêmement respectueux des horaires qu'on leur avait imposés. Quant aux remerciements, je vais compléter un petit peu Raphaël si tu me permets. Bien évidemment nos partenaires, on les a cités d'entrée, donc EDAP, le réseau EDAP, Europe, Droit, Action Publique. Bien évidemment l'ONG Europa, également l'AFDR, l'Association française de droit rural, pour sa section régionale, le CECOJ, la Fédération Territoire également, qui nous accompagne dans l'ensemble de nos activités. Un mot de remerciement pour Raphaël également, puisque merci de m'avoir accompagné. Hier soir, au moment où on commençait un petit peu à voir les choses prendre forme, tu me disais que les étudiants avaient dû nous détester et tu me disais que finalement tu avais l'impression de ne pas avoir beaucoup contribué. Au moins, on aura pu se dédoubler du point de vue de la détestation des étudiants. Bien évidemment, merci à vous, on l'a déjà dit, les équipes techniques. Et puis merci au public, ce public transparent qui nous manque tant, qui nous a écoutés ce matin, qui nous écoutera probablement en version replay. Et puis, il semblerait que certains aient posé des questions, on les remercie. Donc ces questions, on va les retraiter et on viendra à vous pour vous répondre, cher public, de façon autrement qu'en direct. Merci à tous, bonne journée.